Bonjour à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast, épisode 22. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexis Gabory, un autre collègue youtubeur francophone. Je vais le laisser se présenter après. Donc, ça fait quelques temps qu'on n'a plus d'interview et c'est vraiment un contenu qu'on adore. Et voici Alexis qui va se présenter. Donc, comment est-ce qu'on l'a rencontré? En faisant des petites interactions dans le YouTube francophone. Et c'est quelqu'un qui fait du contenu un peu dans notre idée. Et donc, on a envie de l'avoir sur la chaîne. Bienvenue, Alexis. Eh ben, merci à vous de me recevoir. C'est cool de pouvoir partager et ouais, ça fait plaisir. Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement et voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que tu as l'habitude de travailler en solo, hein, de ce qu'on voit. Ouais, Et bah donc, ouais, moi, ça va être... je suis quelqu'un qui aime bien faire mon truc de mon côté, structurer mes idées et planifier un petit peu tout ce que je fais. Donc voilà, ça change, mais c'est une nouvelle expérience et c'est cool. Ok, super. Donc, on va écouter un petit peu ton parcours. Donc, quand est-ce que tu as commencé la calisthénie depuis combien de temps tu t'entraînes? C'est quoi tes objectifs, tes performances actuelles? Vraiment, histoire qu'on te situe un petit peu tout ton contexte sportif et formation et autres. Alors, ok, du coup, pour ce qui est de mon parcours, j'ai commencé la musculation quand j'avais 17 ans. Premièrement, dans un objectif physique, purement esthétique. J'en ai fait pendant pas mal d'années. Je crois que j'ai arrêté aux alentours des 21 ans, plus ou moins sérieusement, avec des phases où j'étais à fond dedans et des phases un peu moins. Parce que actuellement, enfin, moi j'ai passé mon diplôme de coach, mais de base, je suis pas du tout du milieu. Je travaillais dans le monde de la nuit et le monde du bar. Donc, j'ai passé un bac hôtelier avec une mention barman. Donc, je faisais des cocktails et j'ai travaillé à l'étranger, surtout à Londres et en Australie. Et, euh, et après ça, j'ai complètement changé de voie. J'en avais marre. C'est pas ce que je voulais faire sur le long terme. Donc, j'ai passé un diplôme pour coacher les gens sur Bordeaux après plusieurs années à l'étranger. Donc, changement total. J'ai fait du coup un BPGEPS en un an. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé la calisthénie. En fait, c'est sur ma première année. Non, j'avais commencé un petit peu avant. J'avais commencé peut-être 6 mois ou un an avant. Là, actuellement, ça fait 3 ans que je fais de l'entraînement au poids de corps, principalement. Et puis ouais, avant ça, j'avais fait peut-être 3 ou 4 ans, ouais, 4 bonnes années, je pense, de musculation. Et j'ai actuellement 24 ans. Et voilà, je fais des vidéos sur YouTube. J'enseigne ce que j'apprends et je partage un petit peu mon parcours, mon expérience et la façon dont j'aborde l'entraînement, en gros. Ok, ok. Et donc, dans l'entraînement, c'est quoi un petit peu tes préférences? Tu t'entraînes principalement dans quoi? Donc, on sait très bien que dans la calisthénie, il y a plusieurs disciplines. C'est quoi un peu tes objectifs actuels, on va dire? Alors, moi, je suis pas trop set and rep, pas trop freestyle, même pas du tout pour dire. Je suis pas intéressé par l'endurance, je suis pas intéressé par le freestyle. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est ben, les figures de force. Et puis j'ai aussi une grosse. Enfin, j'aime aussi beaucoup l'équilibre et la flexibilité. Donc, j'essaie de mixer un petit peu ces différents trucs et, euh, et arriver à des objectifs sur l'équilibre, sur les figures de force et sur les figures, enfin, sur la flexibilité. Donc, actuellement, je travaille sur le handstand push-up et les tractions à une main. C'est mes objectifs, deux gros objectifs de force du moment. Et puis pour ce qui est de la flexibilité, j'améliore mon pancake. Et puis pour l'équilibre, j'essaie de perfectionner mon entrée actuellement, entrer en équilibre, histoire de l'avoir à tous les coups parce que c'est loin d'être évident et ça prend beaucoup beaucoup de temps l'équilibre. Mais voilà en gros pour ce qui est de mes objectifs du moment. Et puis c'est quelque chose que j'avais en fait les handstand push-up et les one arm pull-up, je les avais il y a quelques temps, enfin il y a un an de ça, je les avais entre guillemets, je les avais débloqués disons, mais je les avais pas perfectionnés. Et suite à ça, je me suis blessé, j'ai dû arrêter pendant un petit moment et, euh, et j'ai fait l'erreur justement de m'arrêter. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû utiliser certaines techniques pour éviter de perdre tout ce que j'avais fait ou une grande partie de ce que j'ai fait au préalable. Et
Du coup, voilà, je me suis arrêté et j'ai perdu pas mal de mes compétences. Et après ça, je me suis remis vraiment à m'entraîner sérieusement. Du coup, là, je récupère le niveau que j'avais précédemment, disons. Ouais, ça, c'est une triste histoire qui nous arrive à beaucoup de gens en calisthenics. Tu arrives à débloquer ta figure, et puis bah, voilà, soit tu te blesses, soit tu prends du poids, soit tu travailles sur une autre chose, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on a envie de travailler. Et puis on se retrouve à avoir régressé sur notre principal objectif pendant 6 mois, un an, et on doit tout retaffer, entre guillemets. C'est Parfois, c'est ça. un peu frustrant. Hein. Parfois, il y a des gens que ça étonne de dire ça, et des types un peu plus doués, j'ai l'impression qu'ils arrivent à maintenir absolument tout. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et quand ils ont eu facile à débloquer certains mouvements, tandis que nous, qu'on a travaillé un an ou deux pour débloquer un move, les récupérer, c'est un peu plus compliqué, quoi. Bah ouais, carrément. En fait, je pense, enfin moi personnellement, l'erreur que j'ai fait, c'est vouloir tout faire en même temps. Enfin, c'est avec le recul, c'est l'erreur que j'ai fait dernièrement là sur ces dernières années, mes premières années de pratique du moins, c'est de vouloir tout entraîner en même temps et rien finalement maîtriser complètement, passer un peu du coq à l'âne et bah, perdre mon temps parce que finalement, en passant d'une figure à l'autre sans maîtriser celle que tu bossais juste avant, et ben tu concrétises rien finalement et du coup, ben, tu perds plus ton temps que si tu te focalisais vraiment sur un, deux ou trois objectifs, que tu les bossais à fond et que tu prenais vraiment le temps de les maîtriser, peut-être pas à la perfection, mais vraiment bien, quoi. Après, je pense que c'est d'autant plus facile pour passer à la suite et puis conserver la force ou la flexibilité que tu as développée pendant les mois précédents. Ouais, il faut réussir vraiment à transférer ce que tu acquiers sur ton mouvement, mais si tu bosses vraiment spécifiquement, tu auras beaucoup plus de gains que si tu bosses deux trucs à la fois et au final, tu n'auras aucun transfert de l'un vers l'autre. Tandis que si tu restes vraiment à fond sur ton move, en général, ça va se transférer. Ouais, Ouais. carrément. Alors là, j'ai une question. Actuellement, tu fais quoi dans la vie? Tu veux être 100% coach en poids de corps? Ouais. Alors, ouais, c'est mon objectif. Je fais du coaching en ligne en fait. J'ai fait aussi un programme sur le muscle up, vraiment dédié au muscle up. Donc j'ai trois prestations actuellement. Donc du coaching en ligne focalisé sur l'entraînement. Je fais aussi du coaching et du suivi sur l'alimentation. Et puis j'ai mon programme sur le muscle up que j'ai sorti début juin, qui était ben, une première pour le coup. Et ouais, j'ai vraiment envie de me focaliser à fond là-dessus. Plus, je pense, sur du personnalisé, je vais améliorer ce que je propose en personnalisé et je vais essayer de vraiment faire quelque chose de qualitatif et m'inspirer un petit peu de ce qui se fait déjà, surtout parce que je consomme beaucoup de contenu anglophone. Et bon, en France, il n'y a pas énormément de contenu sur la calisthénie. Et du coup, ouais, j'ai envie de m'inspirer de ce qui se fait un petit peu à l'étranger et de l'apporter en France et essayer vraiment de faire quelque chose de qualitatif avec un suivi. Et, euh, et voilà, c'est l'objectif là que je me suis fixé jusqu'à la fin d'année, développer vraiment mon coaching personnalisé. Et puis après, pourquoi pas faire de la formation, faire des programmes un petit peu plus génériques et plus accessibles aussi en termes de tarifs euh, pour le vendre à un plus grand nombre de personnes et transmettre aussi mes connaissances différemment et pouvoir toucher un plus grand nombre de prospects, quoi, disons. Ok. C'est vrai que coaching à distance, que je pose de plus en plus, et en calisthenics, en francophone, on n'est pas tant que ça à coacher à distance. Ça se développe petit à petit, et c'est vrai qu'en anglophone, on peut quand même se baser sur certains coachs, mais nous, c'est vrai que c'est intéressant. Même Morgan et moi, on se lance aussi là-dedans, et voilà, on a tous les trois des jeunes coachs, et c'est intéressant de partager aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et après, il y a tellement de façons de faire, il y a tellement de méthodes, enfin, c'est tellement spécifique en fait que d'un coach à l'autre, les méthodes utilisées, elles peuvent être complètement différentes et on peut avoir potentiellement des résultats qui sont complètement différents. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de me former sur différentes écoles pour voir ce qui se fait, euh, réunir des informations et puis ben, après créer ma propre méthode, ce qui correspond à moi, mon approche et ce que j'ai envie de transmettre, quoi. Mhm.
Tu t'es déjà fait coacher par quelqu'un pour apprendre un peu de ses méthodes ou tu as tout appris par toi-même encore de nouveau? Alors, je me suis fait coacher par deux personnes, un français et une chaîne anglaise. C'était maintenant il y a un petit moment, mais du coup, il y avait Thomas Ranieri et il y avait Calisthenic Family. Je sais pas si vous voyez, c'est des Néerlandais, Ah ouais, je vois, c'est qui. Ouais. frères. Donc, j'ai pris un coaching en ligne. Mais pour être honnête, euh, c'était plus pour faire le curieux et voir comment ils faisaient pour ensuite pouvoir euh, mettre en place mon propre système de coaching plutôt que vraiment de suivre quelque chose. Déjà, j'ai du mal personnellement avec les programmations. J'ai toujours envie de changer. J'ai du mal à coller à un programme fixe. J'ai toujours envie de changer, d'optimiser, de modifier un exercice, d'essayer un truc que j'ai jamais essayé. Et du coup, coller à un programme pendant 6, 8 ou même plusieurs mois, pour moi, c'est assez compliqué. Donc même moi, quand je fais mes programmations pour moi, je colle pas à un programme et il y a tout le temps des trucs que je modifie en cours de route et qui sont amenés à changer, quoi. Donc c'était plus pour faire le curieux, c'était plus voilà, pour voir comment ils faisaient, comment ils procédaient, pour me donner des idées pour ensuite mettre mon truc en place. Mais à l'avenir, ce qui est certain, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément, enfin, c'est élevé en termes de prix, surtout quand on va vers des gens qui s'y connaissent vraiment et qui sont doués dans ce qu'ils font et que leur truc est solide et carré. C'est vrai qu'en termes de prix, c'est quand même un sacré investissement. Des fois, tu peux trouver du coaching, je sais pas, ça peut être généralement autour des 200 euros par mois, même plus, ça dépend qui tu choisis. Mais voilà, c'est un investissement et pour être transparent, moi, mon activité, elle débute et j'ai pas encore assez de sous pour pouvoir l'investir dedans. Déjà, je galère un petit peu à payer mon loyer. Donc voilà, chaque chose en son temps, mais à l'avenir, ouais, c'est quelque chose que je ferai, me former enfin, avec des personnes qui sont vraiment douées dans ce qu'ils font, ouais, ça me tente carrément. Et c'est vraiment un moyen d'apprendre énormément et de booster ses progrès, quoi. J'ai été à Bali là dernièrement et je suis allé au Nirvana Strength. Et, Oh, le rêve. Et du coup, j'ai rencontré plein de monde, beaucoup de Français, et j'ai rencontré plein de monde aussi qui coachent en ligne, puisque là-bas, c'est le rendez-vous de toutes les personnes qui coachent en ligne, entre guillemets. Il n'y a que des mecs qui travaillent sur Internet, et il n'y a que des mecs ultra chauds. Franchement, je me suis pas fait coacher à titre personnel, mais pouvoir observer comment travaillaient bah, les mecs qui ont de l'expérience et pouvoir s'entraîner à côté d'eux, c'était juste ultra bénéfique. Et voilà, je pense que du coup, après, quand tu fais du coaching 1-1, certes, c'est un tarif, c'est un prix et un investissement, mais t'en ressors avec des connaissances. Voilà, c'est une expérience de dingue. Tu y étais Ah, pour moi, un workshop ou tu y étais comme ça, sans événement particulier? J'y étais comme ça. En fait, avec ma copine, on a décidé de partir à l'étranger et moi, je connaissais déjà un petit peu l'Asie. J'étais allé au passé, par le passé, à Bali notamment. Et j'avais envie de lui faire découvrir et tout. Et puis, entre-temps, j'avais découvert justement bah, cette salle. Et je me suis dit, bon, bah, si on va en Asie, il faut absolument qu'on aille là-bas, quoi. Ouais, c'est l'endroit où il faut être. Donc on est allé là-bas. On s'est entraîné pendant quasiment un mois, 3 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, donc on y est allé spécifiquement pour ça. Et puis après, on a fait un petit road trip à côté où on est parti en Thaïlande. On a plus chillé sans trop avoir cette notion d'entraînement et voilà, c'était plus cool, quoi. et tu fais comment pour y accéder au centre Nirvana? J'ai regardé un peu sur leur site et apparemment c'est des semaines où tu loges là-bas, mais je sais pas si c'est pour les clients plutôt que les coachs. Bah, en fait, ouais, tu as plusieurs programmes et alors de mémoire, mais tu peux y aller sans être logé, hein. Nous, on n'était pas logé, on avait un logement à côté, on avait juste pris l'accès à la salle donc en libre. Et après, je sais plus, on avait pris au mois, du coup, on avait pris au mois. Ils font à la semaine, 2 semaines et au mois, je crois. Et après, tu as aussi un tarif avec les cours en supplément, puisqu'ils proposent des cours axés sur la mobilité, sur le handstand, sur la poussée, je sais plus exactement. En gros, et tu peux prendre l'accès avec. Et donc là, bah, forcément, tu es cadré, etc. Et tu peux aussi prendre l'accès avec ce qui est la récupération. Donc, tu as accès à des bains froids. Mais ça, tu y as accès aussi dans le,
comment dire, dans le truc sans, juste en libre, si tu veux. Tu as accès aussi au sauna, au bain froid, à la récupération. Et ce que tu as, c'est logement et aussi des trucs de massage. Et enfin, bref, la récupération. Et voilà. Nous, on a pris le truc simple. Déjà, c'est pas donné. Franchement, c'est assez cher. Je sais plus combien c'était. Je crois que c'était 130 euros pour un mois par personne. Pour du free access. Juste pour l'accès, ouais. Donc, Après, ouais. Voilà, Après, échanger avec des coachs et tout, bien. Enfin, des coachs comme ça, c'est quand même, ça vaut vraiment la peine, je trouve. ouais, C'est carrément. certain. Carrément. Et tu as pu rencontrer qui là-bas? Tu as pu rencontrer peut-être Devin, peut-être Dan Bouncer. J'ai vu Devin, j'ai vu un mec qui s'appelle, je sais pas si vous le connaissez, Nico DePaul sur Comment? Instagram. Nicolas De Paoli. Ah oui, Nico DPL sur Instagram. C'est un Ouais, français, ouais. ouais, The Motion Concept. Ouais, je vois que j'ai déjà vu un petit peu. Du coup, j'ai rencontré Etix aussi, qui est un coach avec qui j'ai bien sympathisé. Je pourrais même pas vous dire son vrai nom. Bref, et j'ai rencontré du coup le gars qui s'est associé avec Nico DPL, qui s'appelle Nicolas aussi, qui est français. Et, euh, et voilà, du coup, ils travaillent ensemble sur leur application. Et j'ai rencontré aussi, merde, comment il s'appelle? Un anglophone qui fait du hand balancing. Vous en avez parlé dans un des derniers podcasts. Je crois que c'est. Michael Christensen. Est-ce que c'est Miguel Ayalon? Ah putain, je sais plus. Pardon, attends. Excuse-moi, je crois que j'ai mélangé, je suis bourré. C'est Yuval Ayalon ou Miguel Santana. C'est pas Miguel Santana. Miguel Santana, il faisait un workshop un peu plus tard, mais nous, on était partis à ce moment-là. C'est un mec. Putain, merde, comment je pourrais le décrire? Je sais plus. Tom Merrick. Non. J'aurais bien aimé, mais non. Michael Christiansen, ouais. Un mec qui est tout le temps à Bali, qui fait des workshops que en Asie du Sud-Est. Bref, je sais plus son nom. Il est moitié roux et il est blanc de peau et il fait des press to handstand et des one arm. C'est Yuri. C'est Yuri Yuri quelque chose. Marmelstein. Ah non, c'est pas lui. Merde. Bon, tant pis. Attends, je suis sûr que tu tapes press to handstand sur YouTube et c'est l'une de ses premières vidéos. Je vais regarder ça. Ah, ça me rend fou de pas mémoriser les noms des gens. Ah, c'est Matthew Smith. Oui, et il est en train de faire un site ou une application ou quelque chose comme ça. Exact. Et je crois que c'est un ancien élève de Michael Christiansen. Ouais, je crois que. Qui fait avec Emmett Lewis Hansen Factory. Ouais, peut-être bien. À vérifier, mais c'est possible, ouais. Du coup, voilà. J'ai rencontré voilà, les personnes que j'ai rencontrées quand je suis allé là-bas. Et puis le directeur de la salle, enfin le mec qui a créé la salle aussi. Et puis les coachs qui sont là-bas aussi, qui sont très très chauds. Ouais. C'est vrai qu'en tant que coach, moi je trouve ça hyper intéressant de faire comme tu as fait, de se faire former par d'autres coachs pour déjà progresser, parce qu'en général, ce qu'ils font, si ça marche, c'est que les progrès sont là. Et puis là même, c'est vrai que moi personnellement je l'ai fait et j'y ai adhéré, mais comme si c'était la Bible, quoi. Je me suis investi vraiment comme si c'était la Bible et j'ai eu des bons résultats, j'y croyais vraiment dans le processus. Et puis j'en ressors avec beaucoup d'expérience et l'investissement vaut clairement la peine et même à l'avenir, je compte vraiment encore en faire pour pouvoir renouveler un peu ses idées et avoir la vie objective sur soi-même. C'est clairement génial, quoi. On a du mal à s'autoréguler tout seul en général. Ouais. C'est clair. Donc, ouais. C'est par qui tu t'es fait coacher? Par Little System. Donc, des Metin Dabak, je sais pas si tu connais. Voilà. Non, ça me dit rien du tout. Tu connais pas Little System? Je pense que tu es déjà tombé sur des vidéos de lui sur YouTube, mais sans savoir que c'était lui. Little System Training.
Non, ça me dit rien. Après, je suis vraiment, vraiment mauvais avec les noms. C'est pas grave. Ça se trouve, si je voyais son visage, je capterais direct, mais là, de nom, ça me dit rien. C'est un. Je crois, Ouais, non, il est quoi? Il est polonais ou ukrainien? Il est quoi? c'est un Slovaque, je pense, et il Ah habite oui, aux voilà. Pays-Bas. C'est un Slovaque qui s'entraîne dans son garage. Il a un home gym. Et ouais, il a une grosse barbe. C'est un ours un peu, quoi. Il est Ouais, assez bon en lesté. Et puis pour son poids de corps, il est aussi bon en skill. ouais. Pour 90 100 kg de poids de corps, 10 handstand push-ups, 10 90 degrés push-ups, on va dire, c'est assez balèze. Ouais, Puis effectivement. ouais, il y avait une bonne méthode d'entraînement aussi. J'étais satisfait de ce qu'il m'avait proposé. Ok, ok. Ok. Ouais, j'ai vu que tu avais fait Et aussi un workshop avec Daniel Vadnal ouais, et bien aimé et tout. Ça c'est avait l'air. justement à travers ça qu'on a rencontré un peu Morgan. En fait, j'ai vu sur les forums, parce qu'il a fait un forum, et on voyait Workshop Paris, et je voyais Morgan qui avait commenté, ah, j'ai pris des photos ou des vidéos. Et puis, je suis tombé sur sa chaîne YouTube en même temps. Et puis du coup, on est rentré en contact comme ça, et j'ai fait le workshop. J'avais déjà parlé un peu à Morgan du workshop, sans qu'il me spoil, et je l'ai fait aussi une semaine après, quoi. Et c'était voilà, c'est vraiment une très bonne expérience aussi. Voilà, c'est un investissement aussi, mais passer 48 heures avec quelqu'un comme Daniel, bah, enfin, pas 48 heures de journée, c'est quand même quelque chose d'hyper enrichissant, quoi. C'est clair. Ne plus que pour son entraînement personnel et pour apprendre tout, on a vraiment une éponge et c'est génial, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Donc, clairement, ça vaut le coup de se former comme il faut. Ah ouais, c'est tellement important. C'est tellement important. Et ouais, se former en continu, je pense, c'est ça qui te permet de, d'avoir un œil objectif sur ce que tu fais et de pouvoir transmettre davantage tes connaissances. Parce qu'à partir du moment où tu te formes plus, bah, t'éteins, quoi. Tu meurs et, et tu deviens comme mon prof de BPGEPS et tu ressors des trucs des années 70 et finalement, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est sûr, ouais, c'est ça. Ici, moi, je sens que ça fait quelques temps, enfin, si, je lis encore des trucs, mais une fois qu'on reste un peu dans notre routine, on commence à rester vraiment là-dedans et il faut parfois essayer d'aller chercher ailleurs pour changer un peu, quoi. Carrément. On tombe très vite dans une routine, Ouais. enfin, dans ses connaissances. C'est pour ça que j'essaie perso, c'est de me former, de lire des trucs un peu tous les jours, tu vois. Bon, pas que dans le sport, aussi dans d'autres domaines, mais lire des livres et chercher l'information là où on n'a pas forcément l'habitude de la trouver, c'est-à-dire éviter les chaînes mainstream et essayer d'aller vers des petits créateurs et vers des trucs avec du contenu brut et, euh, et peu connu entre. Je pense que vraiment ça fait la différence et c'est grave important pour bah, ouais, continuer à apprendre et voilà, c'est capital quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, bah, sans jeter des fleurs, comment je t'ai rencontré, bah, sur YouTube, bah, je trouve que tu commences à avoir une chaîne qui prend de l'ampleur. Et au début, j'ai regardé un peu tes vidéos, je trouvais que tu transmettais très bien l'information. Et puis, c'est quand je suis tombé sur ta vidéo critique, ma routine, enfin, t'as critiqué les routines de tes abonnés aussi, comme Nassim l'a fait. Et nous, on avait aussi lancé le concept là avec le Calisthenics Science Podcast un petit peu avant, je pense. Copyright. Et Pour copyright. de l'argent. Et du coup, quand on a vu ça, on a fait ah, intéressant. Et puis j'ai écouté ce que tu as dit et je trouvais que tu étais dans nos idées et tout. J'approuvais absolument ce que tu disais. Et voilà, je trouve que c'est un super concept. Et puis j'ai regardé tes vidéos par la suite. Je trouve que tu communiques très très bien. Et c'est quelque chose qui fait un grand youtubeur, quoi. Et donc voilà, comment est-ce que tu prépares un petit peu tes vidéos donc là, tu viens de dire ton contenu, tu vas te renseigner un petit peu par-ci, par-là. Comment est-ce que tu amènes un sujet, que tu prépares ta vidéo, parlant un peu de création de contenu? Alors, faut savoir que je viens de très très loin. Quand j'ai commencé mes premières vidéos, c'était vraiment déplorable, quoi. Il y avait un montage, bah forcément, je connaissais rien, même en termes de connaissances, j'en savais beaucoup moins que maintenant ce que je connais. Euh, et du coup, ça a été évolutif. Et c'est toujours en fait d'avoir un œil objectif sur ce que je fais, de regarder ce que je fais, de prendre du recul
et de me dire, bon voilà, ok, j'ai fait ça, mais comment est-ce que à l'avenir je pourrais faire pour l'améliorer, pour faire ne serait-ce que 1% mieux. Et ça, c'est valable pour mes vidéos, c'est valable aussi pour mes entraînements, forcément, et pour tout ce que je fais. J'essaie vraiment d'à chaque fois de, d'upgrader le niveau du truc, tu vois, et de faire mieux que ce que j'ai fait précédemment. Donc au début, j'avais pas de script, j'avais rien, je préparais rien, je parlais au feeling et je savais même pas m'exprimer devant la caméra. Et du coup, ça fait que mes premières vidéos étaient, franchement, elles étaient même plutôt drôles. Et puis, bah, au fur et à mesure, comme je te dis, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Tu mets des choses en place, tu mets des techniques et tu développes certaines méthodes pour te faciliter la tâche, pour créer du contenu plus facilement. Et puis aussi, avec l'expérience, ben, tu apprends à parler à la caméra, à être plus à l'aise, à être plus toi-même, à te laisser aller. Et puis, après, c'est chacun sa façon de faire, mais il y en a qui font des cuts toutes les phrases, il y en a qui se laissent parler spontanément. Ça dépend aussi de ce que tu es capable de faire. Moi, personnellement, comme je te disais juste avant qu'on commence la vidéo, quelqu'un qui est structuré et j'aime bien savoir où je vais, donc je fais pas trop d'impro, je fais pas trop de freestyle, surtout parce que j'ai pas envie de dire de la merde et j'ai envie de vérifier l'information avant de la délivrer au maximum. Donc je fais mon script, j'écris toutes mes phrases une par une. Après, je les surligne avec des couleurs et tout. J'ai des petites techniques pour savoir lesquelles je dis en face cam et lesquelles permettent de lire sur mon script parce que je sais qu'elles seront imagées avec de la vidéo. Et puis, euh, et puis après ça, je fais mon montage audio. Après, je fais toutes mes prises de vue vidéo avec mes idées déjà que j'ai pensées au préalable. Et puis après, je fais le montage simplement. Et puis voilà. Ouais, c'est très pro, quoi, je trouve. Enfin, bah, c'est vrai que tu dis beaucoup d'erreurs que j'ai faites et que je fais encore. C'est vrai que l'organisation, c'est vraiment la clé dans le montage de vidéos. Moi, je suis un peu plus, enfin, surtout au début, j'étais vraiment au freestyle aussi comme ça. Et puis, je partais dans tous les sens, surtout quand tu as beaucoup d'informations à dire. Maintenant, ouais, je prends vraiment le temps de bien écrire. Mais j'ai toujours. Moi, je fonctionne plus par cut. Je balance beaucoup d'informations, puis je fais des petits cuts et je suis toujours encore assez stressé devant la caméra, mais ça s'améliore. Je fais comme toi, vraiment le processus de grader son truc et voilà, un jour on arrivera à quelque chose de plus qualitatif, hein, toujours de plus en plus. Hein. Et donc, et Après, puis, ça dépend vachement de ce que tu veux transmettre, à qui tu veux et quel est ton objectif final, tu vois. Moi, je sais que personnellement, j'ai envie de toucher du monde. J'ai envie de toucher du monde qui soit des gens que ça intéresse vraiment, forcément, la calisthénie. Je n'ai pas envie d'avoir une chaîne avec des millions d'abonnés et faire du mainstream. Mais j'ai vraiment envie de délivrer un maximum d'informations. Mais il faut, je pense, pour pouvoir toucher un maximum de personnes, que l'information soit digeste, compréhensible et facile à intégrer, quoi. Euh, parce que certes, comment dire, quand tu fais du contenu brut, euh, tu vas intéresser beaucoup moins de monde. Alors que si tu travailles un petit peu plus ta forme et ton ouais, l'aspect global de ta vidéo ou de ton podcast ou n'importe quoi que tu peux faire, eh ben, je pense que tu peux toucher plus de monde et du coup après c'est bénéfique parce que forcément plus tu as de monde qui rentre, ça fait effet boule de neige avec l'effet YouTube, machin. Puis après, ben, tout dépend de ta cible et que tu veux, là où tu veux arriver finalement, quoi, je ouais, pense. c'est vrai qu'il faut savoir où on va aussi et bien transmettre l'information. Bah ouais. Et c'est vrai que tu mentionné tantôt les mouvements que tu travaillais, tu parlais pas du front lever alors que je te vois un peu bosser là-dessus en ce moment et que tu utilises la technique grise de groove. Est-ce que tu peux nous en faire part un petit peu? Ouais, j'ai complètement zappé parce que ça fait pas, enfin, ça fait partie de mes objectifs principaux, mais j'ai oublié de le dire tout à l'heure parce que c'est vrai que ça rentre pas dans le cadre de mes entraînements, de mes grosses séances, quoi. C'est un truc que je fais du coup ben, toute la journée. Je fais plusieurs séries. Du coup, ouais, je me suis remis parce que pareil, j'avais le front lever avant ma blessure en juin dernier et même s'il n'était pas ultra clean, je l'avais pendant 5 secondes avec les bras légèrement pliés. Et je me suis mis l'objectif de le rebosser en utilisant du coup la méthode grise de groove, donc en réalisant plusieurs séries tout au long de la journée. Maintenant, de chez moi,
d'emménager dans une nouvelle maison et je viens de faire du coup, je peux le faire facilement, tu vois, dès que je prends une pause, je fais une petite série de front lever et ça me permet de le faire plusieurs fois dans la journée. Donc ouais, là j'en suis au 18e jour sur 30 ou 31, je sais pas trop. Je vais certainement faire une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube de l'évolution. Un peu comme a fait, comment il s'appelle, Darek, un Polonais qui a la chaîne Kali Athletics. Mais lui, il l'a fait sur la planche. Après, je sais pas s'il a utilisé la méthode Grise de Groove, mais en gros, il a fait une vidéo où il se filmait tous les jours et il a fait l'évolution comme ça, jour 1 jusqu'à jour 30. Et après, bah, tu vois bien la différence entre le premier jour et le dernier jour. Et donc, je voulais faire un truc un peu similaire avec le front lever et avec la méthode Grise de Groove. Donc, bah, je le ferai que si j'ai des résultats positifs, par contre, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, forcément. Donc ouais, là pour le moment, je suis déjà quand même assez content de ce que j'ai fait, de la progression. Je me dis que je suis un peu plus de la moitié et j'ai déjà récupéré un bon front lever et surtout, j'ai pas mal amélioré la forme au niveau de mes bras. J'arrive beaucoup plus facilement à tendre. Donc ouais, je pense que c'est une méthode. Et comme je te le disais aussi par message vocal sur Instagram il y a quelques jours, je pense que c'est cette méthode pour tester différentes choses parce qu'on entend beaucoup parler de cette méthode pour les tractions ou pour le front lever, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vraiment vu adapté à d'autres figures. Donc j'aimerais bien le tester avec d'autres trucs, même que ce soit pour développer son squat, pour du rapport, comme je disais. Donc peut-être que je le ferai à l'avenir. Mais voilà, pour le moment, je suis assez satisfait des résultats que j'ai. J'espère que ça va continuer et j'ai hâte de finir notre premier jour et dernier jour. Et voilà. Ouais, je trouve ça vraiment quelque chose qui parle beaucoup hein, quand on s'entraîne de partager l'évolution de ces mouvements. Là, c'est vraiment ce qui est hyper intéressant, plus que limite l'information que tu vas transmettre, parce que je trouve que le contenu commence à être fort répétitif. Mais juste essayer de prouver ta méthode et tu montres par A plus B que ça marche en montrant. Là, c'est un peu l'idée des road to que je suis en train de faire à l'instant, que Morgan a fait sur la presse. Et donc, c'est hyper inspirant de voir tout le processus qui a été mis en place pour pouvoir parvenir à ce mouvement. Quoi. Et si tu peux recorder ce que tu fais tous les jours, c'est vraiment dingue. Ouais, c'est clair. Et puis les gens, ils s'identifient aussi à ta personne, je pense, quand tu montes ta progression. Que quand tu montres juste l'étape finale, finalement, ils savent pas d'où tu partes, ils savent pas comment tu as fait. Alors que là, le fait de partager ta progression et comment tu as fait pour en arriver là, bah, les gens, ça leur permet de s'identifier et de se dire, OK, bah, si lui l'a fait, moi aussi, je peux potentiellement le faire, quoi. Ouais. Après, il faut essayer chaque fois bien expliquer le contexte d'entraînement parce que parfois on voit les gens, il fait ça, il progresse hyper vite. Il faut peut-être voir qu'il a fait 2 ans de basique avant et que c'est un monstre en basique ou qui vient de sortir d'une phase d'hypertrophie, d'une phase de force et voilà, qu'il n'a pas fait, qu'il n'est pas parti de rien. Souvent, on l'oublie et on n'insiste pas assez dessus sur ce qu'on fait quand on programme quelque chose, quoi, souvent. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Là, dans mon cas, par exemple, c'est sûr que si jamais j'avais jamais travaillé le front lever de ma vie et que je faisais le Grise de Groove, j'aurais probablement pas les résultats que j'ai actuellement. J'ai les résultats que j'ai parce que je l'ai déjà beaucoup bossé au préalable et parce que je l'avais déjà il y a plusieurs mois de ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup le facteur mémoire musculaire qui entre en jeu et du coup, forcément, ça facilite le truc. Quelqu'un qui commencerait de zéro, ça prendrait probablement pas le même temps. Et puis, de toute façon, tout le monde est différent. Donc c'est difficile de se comparer. C'est même impossible de se comparer. Quand je vois des mecs ils arrivent à des niveaux de fou en calisthénie. Et il y a des mecs en 10 ans, ils ont un niveau qui est correct, mais qui n'est pas exceptionnel, quoi. Donc après, ça dépend de tellement de facteurs, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte que c'est inutile de se comparer et qu'il faut faire la seule personne à qui tu te compares, finalement, c'est toi-même. Et c'est de voir là où tu en étais il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Et voilà, c'est ça qui est important, je pense. Clairement, tout à fait d'accord, ouais. C'est vrai que t'allais dire. On voit les gros youtubeurs ou les mecs qui sont vraiment très très chauds dans la discipline, ça peut être frustrant ou démotivant parfois de voir là où ils en sont et tu te dis putain, moi
ça fait 4 ans que je bosse comme un fou et finalement, mon niveau, il est pas dingue, quoi. Ouais. Parfois, objectivement, on est déçu de nous-mêmes. Mais, si on s'améliorait par rapport à ce qu'on a fait avant, Ouais. c'est intéressant. Et c'est vrai que là, je pense à un exemple concret de ce que tu viens de dire. Je viens de voir sur YouTube, je regarde pas trop ce genre de vidéo-là, mais j'ai vu genre, un mec qui fait de la muscu avec Rick Flag. Là, il a eu en 30 jours, il a validé aussi un front de 4-5 secondes. Quoi, et il explique, alors qu'il fait pas de calisthenics, mais il explique quand même qu'il avait bossé à l'époque et que voilà, il fait de la muscu, donc il sort d'une phase d'hypertrophie. Enfin, il travaille sûrement son tirage comme il faut. Et donc, voilà, ce qui m'étonne qu'en 30 jours, il peut récupérer un peu ce qu'il a eu avant. Et donc, je suis sûr qu'il y aura plein de mecs pro muscu qui vont se dire ah, s'il l'a eu en 30 jours, moi aussi, je peux le faire. Et ils vont se lancer dessus. Et je pense pas qu'il y aura 1% qui aura le même résultat que lui, quoi. Bah ouais, c'est clair. Parce C'est qu'en clair. 30 jours, avoir un front lever, c'est un peu irréaliste, sauf si tu Euh, as de bonnes Pour d'avoir prédispositions pour. ou, ouais, je sais pas, un background, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Quand tu veux, ouais, clairement, faut plutôt compter 1 an, quoi. Enfin, après, ça dépend, encore une fois, c'est tellement abstrait, mais ça dépend de Si tu chacun. es nageur, avec Frings Movement, on discutait de ça. Il avait une théorie comme quoi les nageurs débloquaient facilement front lever. Ah ouais? Ouais. À vérifier, à vérifier. Donc, ouais, c'est la génétique et tout, ça joue beaucoup. Ouais, c'est sûr. Je sais que moi, personnellement, j'ai plus de facilité sur les mouvements de tirage. Enfin, du moins, c'est mon ressenti. Et je galère beaucoup plus sur les mouvements poussés. Je suis proche du front lever et de la traction à une main. Par contre, je suis à des années-lumière de la planche et je suis très loin encore des handstand push-up, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça dépend aussi. Il y a, comme tu dis, le facteur génétique qui rentre en compte. Ouais, souvent, il y a les profils là qui se dégagent hein, en force-faiblesse. C'est vrai que ouais, j'ai remarqué ouais, sur tes handstand push-ups et tout, on voit que tu es quand même moins avancé que sur ton tirage, quoi, clairement. Ouais, Et, bon, voilà, parfois, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de plus faire du tout de tirage, de pousser. Et c'est très dur, hein, c'est très très dur. Comme quand on bosse le front et la planche en même temps, parfois il faudrait se dire ah je bosse plus du tout ma planche, quand même si on se dit que ça équilibre les groupes musculaires ou quoi, mais il y a quand même toujours un impact de récupération qui est toujours limité, quoi. donc tu veux dire, genre, si ton point faible, c'est par exemple ta force poussée, t'arrêterais de faire du tirage pour rééquilibrer le ratio tirage poussé. Peut-être pas là rééquilibré, mais voilà, si tu as un objectif vraiment plus fort que tout, tu vois, je pense que le rééquilibrer, on ne saura jamais le faire. Il y a toujours des Ouais. profils qui vont se dégager, mais je pense qu'à un moment où tu arrives à vraiment un plateau sur ton mouvement, tu bosses ton front depuis 1 an, 2 ans, mais tu as toujours bossé ta planche en même temps, ben là, tu te dis, ce sera peut-être le temps de virer un peu cette planche et de faire que du front, quoi, en- dans ce Ouais, genre de carrément. mouvement. Et faire de la maintenance pour ce que tu as déjà acquis. Ouais, la maintenance, ouais. Et la maintenance, c'est toujours un processus assez difficile à faire aussi, je trouve. On a Et envie de. très abstrait, et ça dépend de plein de choses, quoi. Il y a des gens qui vont pouvoir maintenir une figure, et ça dépend de la figure aussi, mais certaines personnes vont pouvoir maintenir une figure en la bossant une fois par mois, et d'autres, il va falloir la bosser une fois tous les 2 jours, sinon, au bout d'un mois, tu retournes à la case départ, quoi, entre guillemets. Mais il y a aussi la psychologie, quoi, la peur de perdre son mouvement. Euh, Souvent, on a des personnes qui ont envie de faire un maximum, le plus possible de fois le même mouvement, et donc ne plus le faire qu'une fois semaine ou avec des progressions plus faciles. Ça peut être très frustrant, mais il faut parfois l'accepter. Et souvent, je trouve que c'est là que le rôle d'un coach est intéressant, où tu as un programme qui te dit ah tiens, là maintenant tu fais ça parce que c'est très peu intense et qu'on te garantit que tu vas pas le perdre. Ouais, ça rassure beaucoup et tu es sûr Ouais, d'être dans les bonnes voies. ouais, c'est Et vrai, puis, c'est vrai. je pense que c'est très hyper. Ça change beaucoup entre individus aussi. Je crois que c'est la vitesse d'apprentissage d'un mouvement, le fait de le maintenir ou non. Donc, moi, je prends l'exemple là sur du squat, par exemple. Du squat à l'époque, c'est quand je l'apprenais, je me chiais dessus toujours au niveau techniquement. Il y a tellement de choses à prendre en compte.
Et là, ça fait trop. J'ai eu pas mal de blessures. Pendant le confinement, je fais un peu des fentes ou des pistol squats. Je suis revenu en salle. Mon squat, il était nickel. Enfin, j'avais l'impression d'avoir directement réappris la bonne technique. Ma blessure me gênait plus. C'était du bonheur, quoi. Limite, je prenais presque aussi lourd qu'avant. Et je me dis qu'après une phase d'entraînement, ça pourrait monter vachement plus haut, quoi. Donc, après, en statique, en figure, c'est parfois plus différent. Mais je pense que plus tu as maîtrisé ton mouvement, mieux tu vas le récupérer et moins tu en auras besoin de remettre de la fréquence dessus et l'apprentissage sera plus rapide, quoi. Ouais, ouais. J'ai une théorie au niveau pardon Alexis, j'ai une théorie au niveau du maintien de certains mouvements et du transfert de certains mouvements par rapport à d'autres. C'est une réflexion que je me suis fait il y a quelques jours, mais particulièrement hier, quand j'ai vu qu'en fait j'avais maintenu mes dips, voire même presque progressé en dips, sans plus en faire. En fait, je pense qu'on peut maintenir son mouvement de deux façons différentes. Soit vous continuez d'en faire un petit peu et vous n'avez pas besoin de beaucoup. Par exemple, pour maintenir votre front lever, vous allez faire 2 à 3 séries par semaine, uniquement un hold, et assez peu de tirage à côté. Ou alors, si vous avez un objectif pour un autre exercice de tirage, par exemple X répétitions à X kilos en traction lestée ou des tractions à une main, vous allez peut-être pouvoir maintenir votre front lever, non pas en maintenant vos adaptations techniques et d'apprentissage moteur sur votre front lever, mais peut-être en développant la masse musculaire dans vos muscles extenseurs de l'épaule, par exemple. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé par rapport à mes dips, parce que j'ai progressé à handstand push-up entre-temps. Et du coup, peut-être que le gain de masse musculaire dans le deltoïde antérieur et triceps brachial m'a permis de maintenir mes dips, malgré que techniquement, je suis devenu moins efficient sur mes dips. Ça s'est quand même équilibré, parce que j'ai peut-être perdu en technique en dips, mais progressé en masse musculaire. Et ça, c'est assez positif, parce que ça veut dire que possiblement, si vous redevenez efficient sur votre mouvement, donc sur le plan technique, sur le mouvement que vous ne faisiez plus, eh bien, vous allez avoir des gains à faire, en fait. Parce que vous avez, disons, augmenté votre niveau de base, mais vous avez perdu votre niveau spécifique sur un mouvement. Et ce qui fait que vous avez encore du potentiel à gratter pour aller chercher de nouveaux plafonds. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette théorie-là, de maintenir un mouvement indirectement via des gains de masse, des gains de masse musculaire, qui, en fait, indirectement, vous permet, tout en maintenant, d'augmenter votre plafond à venir sur ce mouvement, si ça fait sens. Ouais, carrément. Il y a aussi un mec que je suis sur Instagram qui est un peu qui nage un petit peu à contre-courant, qui s'appelle The Mindful Mover. Et T'es sûr que tu n'avais parlé de ça? ouais. Et lui, il remet un petit peu en question tous les dogmes du fitness et de l'industrie en règle générale. Et il parle souvent de justement de gagner du temps sur ces séances et d'en faire moins pour finalement progresser plus. Et c'est intéressant ce qu'il dit, même si je pense qu'il y a certains trucs qui sont à vérifier et à tester. Mais, euh, mais ouais, lui, il explique il y a 5 mouvements qui sont très importants pour progresser tous les autres aspects de sa pratique. Il y a le Trevor Row, il y a le tirage horizontal, tirage vertical, poussée verticale et poussée horizontale, et le squat. Et avec ces 5 mouvements, ça permet de maintenir une large variété de mouvements et d'être le plus complet possible, quoi. Donc, Je sais que The Mindful Mover, il est peu tout fan des dips, par exemple, parce que c'est vrai que les dips ont anecdotiquement assez peu de carry-over, de transfert vers d'autres mouvements comme les planches push-up, les handstand push-up, mais l'inverse, c'est beaucoup plus vrai. Donc, ce qu'il dit par rapport aux dips ST, c'est vrai, mais bon, ça me rend un peu triste parce que j'aime bien les dips ST quand même. Mais en vrai, il a raison. Enfin, si vous voulez un exercice accessoire pour votre planche, par exemple, n'importe quelle variante de poussée horizontale ou de poussée verticale sera plus pertinente que des dips ST. Malgré que sur le long terme, bon, les gains de masse musculaire des dips ST vont forcément avoir une petite contribution, mais c'est pas le meilleur outil, c'est vrai. ouais. J'ai eu l'exemple inverse, hein. Sur moi, j'ai fait un programme planche. Enfin, une fois, je faisais planche pro un peu de Daniel. Et mes dips ont vraiment chuté, quoi, juste après ça. Peut-être que j'avais fait une sèche aussi pendant le programme, mais
j'avais gagné en force sur mes handstand push-up, j'avais gagné en force sur mes pompes lestées. Ma planche avait progressé. Et puis, je suis revenu sur mes dips. Ils avaient chuté, mais vraiment assez drastiquement. Et du coup, j'ai dû passer pas mal de temps à récupérer ça. Et donc, je suis assez sceptique parfois sur le transfert dans les mouvements de ces Big Five. Puis je trouve que aussi quand il montre ses gains en stalder press, je pense que tout le monde ne peut pas à pas sa planche, quoi. Et donc, quand tu vois sa stalder press, c'est normal que s'il progresse en force brute, il arrive à la faire. Mais je pense que t'en as qui pourront pas avoir une stalder comme lui, quoi. Ouais. De toute façon, il n'y a rien de mieux que le spécifique, c'est clair et net. Si tu veux un mouvement particulier, il faut bosser ce mouvement et même si tu as beau faire tous les exercices de base incontournables, si tu fais pas le truc en question, à moins d'avoir une force énorme, ouais, et tu vas l'avoir avec une technique un petit peu dégueulasse, quoi, je pense. Ouais, clairement. Après, l'optique de s'entraîner moins pour gagner plus, voilà, ça peut correspondre à certaines personnes. Mais nous, souvent, on veut s'entraîner plus pour gagner plus. Donc, je trouve que, il y a pas mal de pratiquants qui sont dans ce cadre-là, et même un peu trop en général. Il faut savoir trouver le bon milieu, le sweet spot pour progresser sans. Et puis aussi voir avec la vie qu'on a à côté, quoi, pour savoir s'entraîner. Il n'y a pas forcément le temps de s'entraîner 10 heures par semaine, quoi, ou plus. Une des raisons qui fait que moi, j'aime bien la haute fréquence d'entraînement, à l'inverse, c'est que j'ai tendance à être assez feignant. Et en fait, donc on sait que globalement, pour la force et même pour l'hypertrophie, une plus haute fréquence d'entraînement, c'est plus intéressant parce qu'on peut avoir potentiellement plus de gains pour la même quantité. Et moi je me sers de ce concept-là et de cette théorie-là pour faire moins et avoir les mêmes gains. Parce qu'il y a des périodes d'entraînement juste pour envie de m'entraîner et je peux juste faire le moins possible. Et pour m'en sortir avec un volume modéré, jouer sur d'autres variables, genre l'intensité relative et la fréquence. Et du coup, comme ça, j'arrive à m'en sortir. Non pas augmenter la fréquence pour avoir plus, mais augmenter la fréquence et faire moins pour avoir autant. Donc, si vous êtes feignant, cherchez à gratter tout ce que vous pouvez et suivez The Mindful Mover. Parce que du coup, je peux m'en sortir à faire des gains avec une fréquence de genre 3 fois par semaine sur un mouvement, mais très peu de volume et pas mal d'intensité relative. Donc, une série assez proche de l'échec. Et comme ça, je rentabilise au maximum chaque série, parce que chaque série est productive. Que vu que j'en fais pas mal de fois sur la semaine, il y a plusieurs expositions par semaine et je m'en sors correctement. Voilà, ces derniers mois, peut-être ces 6 derniers mois, j'étais assez feignant sur l'entraînement. Donc voilà, j'étais plutôt dans le camp des feignants, mais des feignants qui optimisent quand même. Les feignants intelligents. Tu faisais genre 4 séries en 7 pairés et ta séance était faite, non? Genre... Ouais, c'était ça. C'était genre, j'avais des séances, c'était traction, développé militaire, mollet. Et parfois, quand j'avais vraiment la flemme, je faisais même pas développé militaire et traction en série combinée. Je faisais développé militaire, traction et mollet. Genre les trois en même temps. Je faisais un triset. Et ça me faisait une séance de 30 minutes, mais qui était dure comme il faut. Et je prenais des mollets et j'étais heureux. Et ça marchait. Ça, c'était en décembre. 30 minutes. C'est dur. Hein. Moi, j'ai l'impression que je m'entraînais une demi-heure. Je me suis entraîné, là, ça va pas. C'est ça, ouais. Non, mais en vrai, c'était rude. Hein. Ouais, j'imagine que tu arrives après de l'échec et tout, mais bon, t'as quand même toujours un peu de jus après, quoi. Et non, mais en plus, comme ça me donne le temps de faire autre chose, genre de faire pas mal de handstand en début de séance. Ouais. Parce que même si on a la volonté de faire une séance de 3 heures, si on fait 1h30 de handstand d'avant, c'est chiant. Ouais, clairement. Si tu as une heure ou 1h30 de handstand, je comprends que 30 minutes après. D'ailleurs, ouais, moi j'ai du mal à comprendre les mecs qui s'entraînent plus de 2h30 par jour, quoi. Il y a des types, je sais pas, soit ils sont ultra ambitieux, soit ils n'ont pas la même notion de fatigue que moi. Mais moi, quand je m'entraîne 1h30, 2 heures, à la fin de la séance, je suis rincé, je vois pas comment faire pour faire plus, pas tant physiquement, mais plus mentalement, tu vois. Je me dis, au bout de 2 heures, j'arrive à la fin de ma séance et c'est le grand max que je puisse faire, quoi. Alors, est-ce que tu connais Jonathan Ferland-Valois? Ouais. Je pensais à lui, tu vois.
Le mec s'entraîne 8 heures, 10 heures ou 12 heures par jour. C'est ouais, c'est ça. Putain. Mais comment c'est possible? Enfin, bon, Ouais, après, je suis conscient il prend qu'il beaucoup a de des repos. années d'expérience, mais... Il prend beaucoup de repos et puis il s'entraîne chez lui. Du coup, genre, je pense qu'il envoie des mails entre ses séries de Z-Press. Ouais, tu fais des Parce séries tous les 10 minutes. parce qu'il prend 8 ou 10 minutes de repos entre ses séries sur son 5x5 en Z-Press, par exemple. Alors, le Z-Press, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un développé militaire, mais assis, grosso modo, assis au sol. C'est pertinent pour les handstand push-up, parce que c'est une variante assez stricte. Et lui, il avait carrément arrêté de faire des handstand push-up, il faisait que du Z-Press sur un format de 5x5, je crois, et il est vachement progressé dessus. Il prenait énormément de repos pour être le plus fort possible à chaque série. Et je pense vraiment qu'entre ces séries, il envoie des mails et il fait du café, en fait. Mais du coup, il a des séries productives quand même. Ouais. Moi, je respecte ça parce qu'il est tout seul, quoi. Souvent, je vois des mecs qui s'entraînent 3-4 heures aussi, mais c'est dans les parcs, tu vois. Et dans les parcs, t'es là, tu vois des gens. Là, je prends l'exemple, mercredi, j'étais au parc. J'avais une séance courte à faire, technique, et j'ai mis 2h30 pour la faire. Parce que j'ai retrouvé du monde, je parlais, et je me suis dit, ouais, vu que c'est technique, je m'en foutais un peu de la récup, et donc j'en prenais un peu trop. Et voilà, tu parles comme ça, et souvent, tu vois, ici, je connais des types, ils se donnent un rassemblement au parc, même limite 3 fois semaine, et ils y vont, ils s'entraînent 4 heures, comme ça, ils vont vraiment, et ils parlent. C'est comme aussi les N-balancers sur Instant Factory, j'entends Michael Christiansen et tout qui parlent, eux, ils chill, ouais, ils boivent leur café pendant leur série, ils tapent un one-arm toutes les 10-15 minutes, et donc, c'est comme ça que tu peux arriver à des volumes énormes, et ça fait presque un gris de groove hyper étendu, on va dire. C'est hyper productif, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que quand t'es à plusieurs et que tu fais plus des mouvements d'endurance comme le handstand, c'est différent du travail de force. Et puis, tu as cet effet de société où voilà, tu discutes, tu as d'autres trucs à faire. Ou alors, quand tu es dans un parc, tu as un mec à la fin, il va te dire: allez, viens, motive-toi, on fait une pyramide de je sais pas quoi. Et tu vois, tu vas te pousser parce qu'il y a cet effet de groupe et il y a cet effet de société. Mais quand tu es tout seul, c'est pas la même. Et il y a personne qui te regarde et tu te dis: bon, vas-y, Nick, j'arrête ici parce que je suis cramé. Et voilà quoi. Je m'entraîne plus au parc, du coup, à chaque fois qu'on me demande d'aller au parc, je m'entraîne le matin et je vais au parc l'après-midi. Mais je regarde et je discute parce que je sais que je vais faire de la merde si je m'entraîne au parc. Ouais, Parce qu'il y a des gens, c'est pas le même environnement. Je vais faire une séance totalement décousue sinon. Donc, non, je préfère m'entraîner seul et après, je viens me faire: ouais, salut, bonjour, fais ça, fais ça. tu vas après à la limite pour du plus, quoi. Ah non, Mais mais j'y vais pour faire rien, pour rien faire, mais pour parler avec les gens, quoi. ouais. Pour parler, pour discuter. Au pire, je fais un handstand et c'est tout. Je suis assez d'accord. Ouais. Moi aussi, je préfère m'entraîner seul. J'ai pas mal de potes qui me demandent de temps en temps: ouais, ça te dit de venir t'entraîner et tout. Et en vrai, j'espère qu'ils verront pas cette vidéo, mais je trouve tout le temps une excuse pour, tu vois, dire ouais, ouais, bah ouais, mais finalement, la séance n'arrive jamais, quoi. Parce que quand t'es tout seul, t'es dans ton truc et t'es beaucoup plus productif et tu fais ton vrai travail et ta vraie séance. Que si t'es avec quelqu'un, tu dois lui expliquer des trucs ou il t'explique des trucs entre temps, tu respectes pas les temps de repos, tu respectes pas les exercices que tu devais faire et au final, tu te retrouves à faire une séance complètement différente de ce que tu avais prévu initialement. Et voilà, si tu fais ça sur le long terme, ben, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que mercredi, j'arrive au parc, des potes que j'ai depuis longtemps. Eh mec, j'ai vu que la straddle commence à venir. Vas-y, t'en prie une straddle. Vas-y, tape un prod maintenant. Et la one arm, tu l'as encore. Et puis, Voilà. bon, ok. Et tu commences ta séance, t'es déjà mort. Ouais, t'as fait des temps retard et tout. Et ça. Mais parfois, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est on parlait de ça un peu, l'apprentissage vicariant ou par pair. Là, tu vois, tu vois les gens qui font et tu le fais aussi. Et je crois que c'est très fort pour l'apprentissage. Mais c'est vrai que quand tu suis un plan plus intelligent ou quoi, je crois que c'est pas aussi fort qu'un plan structuré. Donc, c'est quand même mieux de rester sur ce qu'on veut faire, quoi. Bah ouais, idéalement, ouais. Après, c'est sympa et tout. C'est vrai que, enfin, quand j'étais à Bordeaux, du coup, je faisais partie, enfin, je faisais pas partie d'ailleurs, je squattais un peu les locaux, mais je m'entraînais avec Street Workout Bordeaux, qui est l'association de Street Workout.
Et cet effet de groupe et cet effet de rassemblement et tout, c'est ultra motivant. Et c'est vrai que des fois, je passais des séances où je m'entraînais, je passais l'après-midi, il y avait des compétitions et tout. Et pendant 4, 5, 6 heures, tu es là-bas. Et c'est, enfin, perso, c'est les meilleures séances que j'ai fait, même si elles n'étaient pas du tout aussi structurées que quand je m'entraîne tout seul, quoi. Donc les deux ont du positif. Mais globalement, ouais, personnellement, je préfère m'entraîner seul et faire mon truc carré. Et voilà. Après, ça dépend de chacun, hein, encore une fois. Ouais, je réactive le micro là. Ok, ok. Donc, bah, je pense qu'on arrive déjà à un petit temps. Voilà, ce qu'on demande un petit peu aux invités, bah, c'est si tu aurais une erreur ou un conseil aux débutants à prodiguer, un truc assez bateau, mais voilà, c'est un truc à dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Je crois que la plupart des gens sont quand même des gens qui sont intéressés qui sont déjà assez avancés ou intermédiaires en calisthenics et très passionnés. Donc, si tu avais un conseil à leur procurer maintenant, aujourd'hui. Je pense que je vais redire ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans la conversation. En faire moins, mais le faire mieux. Voilà. Et le faire plus souvent et vraiment se spécifier plutôt que de vouloir tout bosser à la fois et finalement pas faire grand-chose et pas concrétiser grand-chose. Moi, je suis assez persuadé quand même que le spécifique et la fréquence élevée, c'est la clé pour progresser rapidement. Si tu veux devenir bon sur quelque chose, ben, fais ce truc encore, encore, encore et encore et répète-le le plus souvent possible en ayant forcément des bonnes phases de repos. Mais ouais, en faire moins, mais le faire mieux. Voilà. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce concept. Donc, voilà. Ben, merci Alexis pour être venu sur le Calisthenics Science Podcast. Ben, pourquoi pas à l'occasion revenir encore, hein. Je pense qu'on dit ça souvent avec nos invités. C'est vrai qu'on n'a pas encore réinvité quelqu'un, mais Si, on a fait venir plusieurs fois Thibaut. ah oui, Thibaut est venu 2 fois. Ouais. Donc ça serait bien de te revoir une prochaine fois et même voilà. Donc, ben, parfait. Hein, merci Alexis et on vous dit à toutes. Et ben, merci beaucoup à vous, les gars, c'était cool. Et je reviens quand vous voulez avec plaisir. Il y a encore plein de discussions à avoir, donc sans problème, quand vous voulez.